Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Je reçois aujourd'hui une personnalité qui est davantage connue sans doute des politiques que du grand public. Il s'est impliqué il y a quelques années dans la sensibilisation à l'impact du numérique dans la société et aussi des enjeux de cybersécurité. Sébastien Garnaud sera audité très prochainement par l'Assemblée nationale et je lui demanderai quels sont les sujets urgent qu'il portera devant l'institution. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, le cœur de cette émission, eh bien, il sera consacré à l'art, en tout cas à la nouvelle scène technologique. Je recevrai pour cela deux grands artistes français et un galeriste numérique. Et nous découvrirons d'ailleurs à cette occasion une des œuvres qui sera présentée à la Mostra de Venise qui ouvre aujourd'hui. Et puis, je terminerai cette émission avec deux univers très différents l'un de l'autre, celui du game business et celui magique que l'on appelle aussi le cosmos. Mais avant toute chose, bonjour Sébastien Garnaud, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président de Garnaud et Associés, c'est une agence de relations publiques et institutionnelles qui est vraiment spécialisée dans le secteur de la transformation numérique. Et vous êtes également fondateur de la Paris Cyber Week. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez appelé de vos voeux à la création d'un véritable ministère avant l'été pour le numérique. Et puis, finalement, patatras, on est dans la reconduction d'un secrétariat d'État et même la reconduction du même secrétaire d'État à la transition numérique. Alors, quelle est votre réaction déjà ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un pilote dans l'avion, parce qu'on a mis 1 mois à connaître le nom de ce pilote. La mauvaise nouvelle, probablement, c'est le périmètre du secrétariat d'État et peut-être même son cap. De notre point de vue, effectivement, avant l'été, on avait essayé de mobiliser, notamment le gouvernement, le Premier ministre, sur l'importance qu'avait eu le numérique pendant le confinement. Et puis l'importance qu'il prend aujourd'hui dans la vie quotidienne, et donc un pilotage à tout le moins interministériel nous semblait absolument nécessaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand on passe à travers un secrétariat d'État, selon vous, ça empêche de faire avancer les dossiers ? Oui, parce que déjà un secrétaire d'État, ça signe pas de décret. Donc il faut un ministre pour mettre en œuvre la proposition de décision. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il a un portefeuille. Or, le numérique, on va parler d'éducation. Si on parle d'inclusion, bon, bah, alors ça, c'est Jean-Michel Blanquer. Si on parle de la santé, c'est Olivier Véran. Si on parle de la transformation numérique de l'État, c'est Amélie de Montchalin. Si on parle de l'industrie, c'est Agnès Pannier. Et donc, on voit bien que Cédric O, en fait, a vocation à travailler avec l'ensemble de ses collègues, sauf qu'il n'a... C'est pas complètement délirant, parce que le numérique, finalement, c'est complètement transverse. Bah, on est d'accord. Ça traverse tous les sujets. C'est exactement ça le sujet. Et donc, du coup, le réduire à un sous-secrétariat d'État, parce qu'en plus... Sur certaines questions. Sur certaines questions. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a élargi son périmètre sur les infrastructures. Et ça, de toute façon, sans infrastructure, il n'y a pas de numérique. Donc, c'est une excellente nouvelle. On avait Julien de Normandie qui était actif sur le sujet. Donc, la question qui se pose et que nous, on s'est posée, c'est quelle est l'ambition, finalement et dans ce choix, en tous les cas, sur les compétences qui ont été affectées au secrétaire d'État, on n'a pas fait preuve d'audace. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec Cédric O depuis sa renomination. Pas encore. En tout cas, quels seraient les sujets que vous lui soumetteriez de manière les plus urgentes Ah bah, pour moi, le premier sujet, c'est l'éducation. Il faut absolument qu'on ait une action à la fois en formation initiale, donc à l'école, et tout ça, ça lutte contre la désinformation, savoir naviguer sur Internet, et aussi la formation tout au long de la vie. On a des compétences qui ont vocation à devenir obsolètes, et donc il faut absolument préparer les gens. Ensuite, le second axe, c'est l'industrie. Et donc là, Agnès Pannier-Runacher a déjà fait beaucoup, et puis Cédric O aussi dans son premier mandat. Mais il faut aller plus loin et plus fort, notamment en termes de financement. On se réjouit, le secrétaire d'État se réjouit de levées de fonds importantes. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est des fonds qui viennent des États-Unis. Et donc, de fait, ça soumet toute l'entreprise à la législation américaine. Et donc, en fait, le vrai sujet du numérique, il est là. Il est sur la question du droit applicable, de la maîtrise de nos outils. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les entreprises soient françaises. Ça veut dire que l'État français doit être en capacité à tout moment de contrôler. Et là, à votre sens, qui porte cette question de souveraineté au sein du gouvernement ? Le sujet étant à la mode, il est porté par
pas mal de monde. Ce qui complique la tâche, j'imagine. En tout cas pour la prise de décision. Déjà, je pars du principe que chacun n'a pas la même définition. Ce qui pose une première question. Bruno Le Maire s'est beaucoup investi sur le sujet. Et effectivement, la souveraineté numérique, elle trouve une matérialité dans l'économie. Mais ils sont tous sur le sujet de la souveraineté parce qu'on a bien vu pendant le confinement, où on voit bien avec les menaces de Huawei sur le Royaume-Uni, à un moment ou un autre, si l'industrie n'est pas nationale ou au moins européenne, ou contrôlée par les autorités, il suffit de couper pour couper. C'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Est-ce que le sujet de souveraineté, finalement, il ne doit pas être davantage porté par des institutions européennes? Alors, j'annonçais que vous alliez être auditionné par l'Assemblée nationale très prochainement. Ça devait se faire demain, finalement. Ça a été reporté pour des raisons de calendrier. Quels sont ces sujets-là que vous allez amener sur la table? Et dans quel cadre, en fait, êtes-vous auditionné? Effectivement, on allait parler de la question européenne et c'est probablement... l'échelle pertinente, comme d'ailleurs tous vos invités le disent, c'est au niveau européen. Pourquoi? Parce que la France n'a pas les moyens de faire seule, mais elle est la seule à pouvoir faire face en l'état. On n'est pas nul, hein. On a tout ce qu'il faut, le ministère des Armées nous a équipés, on a tout ce qu'il faut en termes d'industrie de cyber. La question, c'est comment on passe dans le civil. Devant le groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique, l'un de mes messages, c'est mettons-nous en lien avec nos partenaires européens, mais pas au niveau politique. Au niveau économique, il faut que les industries se connectent entre elles. C'est comme ça qu'on fera émerger quelque chose. Nous, on a une partie des briques, nos partenaires européens ont des briques technologiques que nous n'avons pas. Mettons-nous en relation avec eux. Alors ça, les connexions, c'est un peu votre dada, hein, parce que vous avez créé la Cyber Task Force, qui est vraiment une force d'opération spéciale sur la cybersécurité. Vous avez également organisé la première Cyberdéfense Pledge conférence de l'OTAN. Que dire encore? Vous avez constitué un groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique en 2017, justement, au sein de l'Assemblée nationale. Alors, quel est le bilan aujourd'hui? À quel point la problématique de la cybersécurité, de la souveraineté est prise en compte par les politiques publiques françaises et européennes? Quand je préparais notre entretien, je me suis rendu compte qu'en 2016, j'avais fait un colloque et que dans l'article qui reprenait les débats, le constat qu'on fait aujourd'hui était déjà fait en 2016. Donc effectivement, quel est le chemin qu'on a parcouru? Déjà, le sujet est sur la table. Alors on en parle. Ça, c'est la première étape. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que entre 2016 et aujourd'hui, même si on a pris beaucoup de retard dans la bataille de la donnée, qu'on est en train de perdre, mine de rien, on s'est quand même bien armé et on a un certain nombre de décideurs publics qui sont engagés. Le vrai problème de l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit scientifique, académique, politique ou économique, c'est l'impulsion politique au plus haut niveau. Je reviens là, sur ce sujet. Le chef de l'État, alors. Nous, on avait interpellé le chef de l'État, effectivement, c'est à ce niveau-là. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on parle en 2017 d'un secrétariat d'État au numérique à Matignon. Regardons le chemin, aujourd'hui, il est en dessous de ministre délégué. Donc ça aussi, ça donne un cap. J'entends bien que ces sujets vous préoccupent. On va devoir passer aussi aux autres news qui ont fait l'actualité et qui, notamment, ont fait parler sur les réseaux sociaux. Sébastien Garnaud, vous êtes resté avec nous de Garnaud et Associés. Vous pourrez réagir comme ça aussi à l'actualité. Bonjour Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Alors, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, on va commencer avec Amazon qui a obtenu le feu vert pour livrer ses colis par drone. Et oui, ça pourrait faire partie du paysage désormais. Imaginez des colis qui se déplacent dans les airs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur Twitter, ça divise. Certains applaudissent et se réjouissent de recevoir leurs colis plus rapidement. Parce qu'avec la livraison par drone, il pourrait s'écouler seulement une petite demi-heure entre votre achat en ligne et son acheminement. D'autres mentionnent le fait que ça permettrait également de limiter les vols de colis. Mais en réalité, les détracteurs du projet sont plus nombreux. Pour les défenseurs de la cause animale, c'est tout simplement honteux. Ça pourrait perturber les oiseaux. Et pour les technosceptiques, cette innovation va trop loin et représente un danger pour l'homme. C'est quoi la suite? Des drones avec des mitraillettes embarquées pour tuer les criminels. Voilà ce qu'on peut lire sur Twitter. Pas d'inquiétude, on n'en est qu'à la phase de test et Amazon a déjà prévenu que cette livraison serait privilégiée dans le cas de petits colis de 2 à 3 kilos. Et un test qui, pour l'instant, n'est autorisé qu'aux États-Unis dans un cadre vraiment restreint. Exactement. On va passer à une vidéo qui nous emmène toujours un peu plus vers le monde de demain.
Regardez bien Delphine parce que ça pourrait être votre prochaine voiture. Sur cette vidéo, vous assistez au premier vol d'essai public avec équipage de la voiture volante SD03 de la start-up japonaise SkyDrive. 4 minutes de vol, 4 minutes où cette voiture s'est déplacée à 3 mètres au-dessus du sol. Imaginez l'engouement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où de nombreux utilisateurs ont repartagé cette vidéo. Mais alors au-delà des partages, ce sont les questions qui sont intéressantes. La question qui est revenue le plus, vous vous en doutez, elle concerne la date de lancement de cette voiture 4.0. La start-up japonaise ambitieuse a annoncé une commercialisation pour 2023, une commercialisation en partie rendue possible par une levée de fonds de 31 millions d'euros. Concernant l'utilisation du véhicule, ce dernier devrait être utilisé pour transporter des usagers dans les grandes villes à forte densité de circulation. C'est ça, c'est le taxi volant qui finalement technologiquement est prêt et attend plutôt les autorisations de vol. C'est ça. Alors on a un chiffre du jour, Victoire. Oui, 75 millions, comme les 75 millions d'iPhone qu'Apple a commandés. Et pas n'importe quels iPhones, car ces derniers seront tous 5G compatibles. Ambitieux en pleine pandémie, alors peut-être, mais Tim Cook mise sur une hausse de la demande d'iPhone dans les prochaines semaines. Une demande qu'Apple va satisfaire en sortant une nouvelle gamme avec 4 nouveaux modèles qui seront commercialisés en octobre. Et pour ce faire, il faut doper la production. L'usine Foxconn de Zhengzhou a d'ailleurs publié de nombreuses offres d'emploi sur LinkedIn afin de répondre au carnet de commandes d'Apple qui n'a cessé de grossir. Sur Twitter, c'est l'ironie qui prime. Commander 75 millions de téléphones 5G alors que les installations 5G ne sont pas encore prêtes, c'est ambitieux pour certains, suicidaire pour d'autres. On sent pas mal de frustration quand même, la twittosphère. Écoutez ce tweet, le mec produit 75 millions d'iPhone et moi ça me coûte un mois de salaire d'en acheter un seul. Voilà ce qu'on a pu lire parce que oui, la grande inconnue, c'est le prix de cet iPhone 5G. Et on reparlera de cette question des terminaux 5G dans Smart Tech très prochainement. On termine avec un tour sur LinkedIn et du télétravail 2.0. Oui, cette vidéo, elle a été tournée au Japon et elle pourrait révolutionner le télétravail. Regardez, à gauche, un robot, le modèle T, créé par la start-up japonaise Telexistence. À droite, un employé de supermarché qui travaille de chez lui avec son casque de réalité virtuelle. Vous le voyez, ils sont hyper synchro, c'est parce que le robot est télécommandé à distance. L'employé voit ce que voit le robot grâce au casque de réalité virtuelle et il le guide tout simplement en faisant les mouvements à réaliser. Le temps de latence est quasi ridicule, c'est seulement 50 millisecondes. Ces robots vont être testés dans des petites supérettes avant d'atterrir dans des hypermarchés en 2022. Je ne sais pas si on va gagner du temps. Sébastien Garnaud, vous avez une actu, vous, qui a retenu votre attention ces derniers jours, peut-être en matière de cybersécurité ? Oui, exactement. Si je peux suggérer d'aller voir la mise à jour de la stratégie TechGouv faite par Amélie de Montchalin, c'est l'avenir de notre vie citoyenne, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a eu de premiers livrables. Et puis, il y a de nouvelles perspectives sur notamment l'identité numérique qui sera probablement notre identité de demain. Merci Sébastien Garnaud de Garnaud Associés d'avoir accepté de passer dans Smart Tech ce matin et merci Victor Sicora pour ces infos. C'est le moment de s'intéresser à la nouvelle scène artistique. Nouveaux outils, nouvelles muses. Alors comment les artistes s'imprègnent, intègrent la technologie dans leur démarche créative. On voit ça tout de suite avec, je le disais, 2 grands artistes français. Merci beaucoup d'être en plateau. François Vauthier, vous êtes réalisateur du film Recoding, Entropia. Et Gauthier Vernier, vous êtes AI artiste, cofondateur du collectif Obvious. Nous aurons également avec nous en visio Georges Ranunken, qui est directeur de Artfloor, une galerie 100% numérique, une galerie d'art contemporain, et d'ailleurs qui fête ses 20 ans cette année. François Vauthier, aujourd'hui, c'est l'ouverture, la grande ouverture de la 77e Mostra de Venise, mais une Mostra un peu particulière puisqu'elle sera 100% virtuelle. Alors ça tombe bien, puisque l'une de vos œuvres est 100% virtuelle également. Vous êtes parmi la sélection très resserrée qui représente la France dans la catégorie Venice VR Expanded. Je propose qu'on regarde tout de suite le teaser de votre film, un court-métrage de François Vauthier produit par Daprod.
Félicitations d'abord. Je vais donner le synopsis. Au cœur du néant, à l'horizon d'un espace infini et d'un temps insondable, erre une imposante géométrie. Un tétraède immense qui bientôt va se disloquer et s'éparpiller et délivrer par son changement de forme un mystérieux message. Alors quel est ce message? On a le droit de le savoir. Ouais, c'est le message de l'évolution, c'est le message de la vie, c'est le message de l'émergence. C'est un petit peu c'est le sujet du film, c'est le sujet de mes autres films déjà, c'est une espèce d'anthologie de l'évolution. Et là, j'ai voulu resserrer les choses. C'est les circonstances qui m'ont poussé à faire ce film, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'épidémie de Covid, comme on l'a connu. Parce que Entropia, donc entropie, Oui. c'est une forme de désordre, c'est une transformation désordonnée. Ouais. L'entropie, c'est le chaos. Et ce que j'ai voulu faire, c'est l'inverse du chaos, c'est la vie. La vie est la seule chose qui permet à la matière de s'ordonnancer. Et ce que j'ai fait dans Recoding Entropia, c'est que pour explorer ce concept, j'ai fait une transposition. J'ai transposé dans le monde minéral, c'est un peu farfelu, mais c'est comme ça. J'ai transposé dans le monde minéral ce qui se passe dans le monde moléculaire tel qu'on le connaît. D'ailleurs, ma formation j'ai commencé par de la biologie et après j'ai fait du cinéma et je suis revenu un petit peu à mes amours. Et le fait de faire cette transposition m'a permis de me libérer des contraintes scientifiques et de faire un film beaucoup plus poétique. Et la réalité virtuelle, alors, quel est l'apport particulier de la technologie dans la création? Alors déjà, la réalité virtuelle, c'est quelque chose de fantastique parce que pour quelqu'un comme moi qui faisait du cinéma traditionnel, c'est une page blanche qui s'ouvre, il faut tout réinventer. C'est une nouvelle syntaxe et c'est vraiment un défi, c'est des nouveaux défis à faire. C'est assez complexe, c'est très long, ça coûte plus cher au fil de ma carrière, c'était vraiment quelque chose de passionnant à aborder. Il faut mettre des lunettes pour regarder votre... Il faut avoir un casque, et pour le film, notamment dans Recoding Entropia, ça nous permet vraiment de s'immerger, de plonger et c'est l'intérêt de cette technologie, ça nous permettait vraiment de se plonger au cœur de la matière et de devenir vraiment au plus proche. Mais ça permet aussi des choses délirantes, c'est-à-dire que le film commence comme un film de science-fiction, on est dans un immense espace, on flotte dans l'espace face à quelque chose d'immense, et puis soudainement, après on va se retrouver un peu plus tard confronté à quelque chose de très petit. La réalité virtuelle permet cette approche-là, parce qu'elle donne des notions au spectateur dont il n'est lui-même pas conscient, mais ça lui permet de comprendre s'il est face à quelque chose d'extrêmement petit ou quelque chose d'immense. La réalité virtuelle nous permet ainsi de s'immerger dans l'espace, dans le temps, de voyager, etc. On est à l'intérieur du film, en fait. Complètement à l'intérieur. Gauthier Vernier, vous vous présentez comme un AI artiste. C'est un type d'art à part entière, comme il y a les artistes peintres, les artistes photographes. Maintenant, on a les artistes en intelligence artificielle. Exactement, ouais. C'est un nouvel outil donc, qui se démocratise de plus en plus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes qui sont issus de la recherche. En l'occurrence en intelligence artificielle, en machine learning. Et on utilise ça, on les détourne en fait pour créer des œuvres d'art. Donc pour créer des visuels. Quand vous dites que vous les utilisez, ces algorithmes, c'est-à-dire vous ne les créez pas, vous ne codez pas l'algorithme? Alors on code, mais en fait on les adapte. Donc on prend des algorithmes qui sont issus de la recherche, donc qui sont en open source, puisque la recherche en machine learning, elle se fait majoritairement en open source. Donc tout est disponible en fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces algorithmes. Ils sont dédiés à des tâches beaucoup plus primaires, en fait. Voilà, ou alors à des... Ouais, en fait, c'est plus des tâches normalement qui peuvent servir plus à des entreprises ou des choses comme ça. Et nous, en fait, on en fait un usage artistique. Donc par exemple, des algorithmes qui permettent la création d'images, on peut imaginer que ça peut être utilisé dans le marketing. Nous, on l'utilise pour créer des œuvres d'art. Alors, je parlais de votre collectif Obvious. Qu'est-ce qui vous rassemble? Vous êtes tous des AI artistes à l'intérieur? Alors, à la base, on est 3 amis d'enfance. Donc ça, c'est ce qui nous rassemble le plus. Et dedans, en fait, il y a un chercheur en intelligence artificielle. Il s'appelle Hugo, et un autre artiste et moi. Et du coup, en fait, donc il y en a un qui met ses mains dans le code et qui fait tout ce qui a rapport à la veille scientifique et développer les algorithmes. Et ensuite, on choisit les idées artistiques tous ensemble, on choisit les visuels tous ensemble. Et vous, à l'origine, vous êtes un artiste plasticien? Non, pas vraiment. En fait, je m'y suis mis avec ça. À l'origine, je viens d'un milieu complètement différent. Donc, c'est la technologie qui vous a fait entrer dans le milieu artistique et de la création. Exactement. En fait, c'est grâce à cet outil que nous, on a pu, qui savons ni peindre ni dessiner, on a pu se mettre justement à l'art et on a pu s'exprimer à travers ces nouvelles technologies. Alors, on a des images
de certaines des créations du collectif Obvious à travers des masques. Vous pouvez nous expliquer la fabrique de cette œuvre? Ouais, alors tout d'abord, on prend une base de données. Donc en fait, toute œuvre d'art part d'une base de données, un très grand nombre de données. Ici, on avait 12 000. On entraîne des algorithmes appelés les GAN, les Generative Adversarial Networks, qui comprennent donc les similitudes entre chaque image de la base de données et qui apprennent à créer des nouveaux exemples. Alors là, la base de données, c'était des masques, c'est des photos de masques? C'est des images de masques africains, exactement. D'accord, et donc l'algorithme savait les reconnaître, il était capable Voilà. de dire ça, c'est un masque africain. Donc en fait, il a compris que dans un masque africain, il y avait un certain type de couleur, un certain type de forme. Il y avait toujours deux yeux disposés d'une manière spéciale, qui avait une bouche qui pouvait ressembler à telle ou telle chose. Les couleurs? Des couleurs qui sont spécifiques. Et à partir de ça, il a recréé de nouveaux exemples qui sont entièrement uniques et qui sont entièrement nouveaux. Et alors du coup, la part de créativité, elle est dans l'algo finalement. C'est lui qui invente Exactement, des nouveaux masques à partir de l'existant. C'est ça, ouais. C'est là qu'est l'intérêt de la chose, c'est que en fait, c'est la machine qui, dans le processus créatif, fait la part de créer des choses nouvelles et des choses innovantes. Et en fait, nous, on est juste là pour mettre tout en place et ensuite sélectionner les résultats qui, nous pensons, traduisent le mieux ce que la machine a su faire. Alors, nous allons donner la parole au galeriste numérique Georges Ranunkel d'Artfloor. Bonjour Georges Ranunkel, vous nous entendez bien? Très bien. Ok. Alors avec vous, on va plutôt parler, je dirais, de la numérisation de l'art, mais après, une fois que l'œuvre a été créée. Est-ce que d'abord le marché de l'art a subi un coup d'arrêt là, pendant la période de confinement? Vous me tendez une perche trop belle. On est assez proche de l'entropie de François Vauthier, parce que c'était le chaos total sur le marché de l'art. Les galeries étaient fermées. Les foires n'ouvraient pas et les ventes aux enchères pendant les premiers mois chez Christie's et Sotheby's ne vendaient plus rien. Après, il y a eu un très bon rebond vers le mois de mai et juin, mais ils ont dû tous passer au numérique assez rapidement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un milieu très traditionnel, c'est quelque chose de pas du tout dans leur gène. Ils ont plutôt tendance, vous savez, une galerie parisienne, par exemple, a tendance à un peu mépriser tout ce qui est Internet, / numérique, / tout ce que vous venez d'entendre. Encore aujourd'hui? Pardon? Encore aujourd'hui? Encore en 2020? En 2020, ils y sont tous passés malgré eux. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que le Covid a un peu obligé tous ces gens qui continuaient à envoyer des PDF à leurs clients au début de leur fermeture pour faire des ventes par email. Ils sont aperçus qu'ils étaient à deux doigts d'avoir des plateformes. Parce que finalement, faire de l'emailing ou avoir une plateforme, il suffit de mettre un technicien. Et maintenant, ils ont tous leur collection en ligne. Alors, vous accompagnez les collectionneurs sur votre plateforme. Comment ça change l'approche entre le collectionneur et l'artiste? Parce qu'il n'y a plus de rencontres physiques. Alors, d'abord, c'est du long terme. C'est-à-dire que les collectionneurs ont du mal à acquérir des œuvres sans connaître... disons, le galeriste ou même le galeriste en ligne. Nous, on faisait les deux. En ce moment, on fait essentiellement du online, comme tout le monde. On continue à nous poser des questions et il faut toujours, avant l'acquisition d'une nouvelle œuvre, qui est, si elle dépasse un certain prix, il y a toujours un contact. L'intérêt est évidemment que les possibilités données pour toutes ces galeries qui se mettent en ligne maintenant, et de pouvoir proposer des œuvres un choix beaucoup plus vaste. Mais il faut continuer à privilégier la sélection, sinon les gens, entre guillemets, ne passent pas à l'acte. Est-ce qu'il y a des artistes ou des types d'œuvres qui sont davantage recherchés sur les sites Internet plutôt que dans les galeries classiques, physiques? Alors, c'est surtout des types de clients plus que des types d'œuvres. C'est-à-dire que les gens qui vont dans les galeries physiques affectionnent le discours du galeriste et souvent, c'est un marché qui n'est pas très transparent, donc il y a d'autres raisons. Les gens qui vont en ligne, c'est une très bonne nouvelle parce que tout va aller sur la blockchain maintenant, veulent avoir de la traçabilité, peuvent acheter des œuvres numériques, peuvent acheter des multiples, et il y a une plus forte demande en ce moment qu'avant.
Et donc, est-ce qu'on trouve, en fait, ma question c'était est-ce qu'on trouve des œuvres un peu différentes, puisqu'on est sur le web avec Artfloor, du type de ce que produisent en fait les deux artistes qu'on a aujourd'hui en invité dans Smart Tech? Des œuvres avec de la réalité virtuelle, des œuvres avec de la data? Alors, nous, on le propose, mais il y a beaucoup de galeries qui le font plus que nous encore, et c'est vrai que c'est nouveau, parce que les galeries s'étant mises maintenant sur Internet, peuvent présenter des œuvres avec de la réalité augmentée, avec de la 3D, des œuvres numériques, ce qu'elles ne faisaient que très peu, parce qu'elles ne laissaient pas la place dans leur galerie physique. Merci beaucoup Georges Ranunkel d'avoir été avec nous pour ce débat sur l'art et les technos. Je vais revenir à vous François Vautier. J'avais dit que j'aurais du mal avec vos noms à tous les deux. Quand vous créez des œuvres, vous êtes dans l'anticipation en général, ce sont vos thèmes de prédilection. Est-ce que vous diriez que justement l'utilisation des technologies est plus adaptée à ce type de thèmes et de sujets? Tout à fait, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est une mise en abîme. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si j'utilise la réalité virtuelle pour explorer le futur, les nouvelles technologies. Mon premier film était un film sur Arthur C. Clarke, le scénariste de 2001, Odyssée de l'espace. C'était un auteur fantastique, visionnaire, qui s'intéressait à l'avenir de l'humanité. Et pour le mettre en scène, j'avais choisi la réalité virtuelle parce que ça me permettait de rendre un écho à sa vision du futur, parce qu'il nous parlait de la téléportation, il nous parlait des choses comme ça. Et moi, j'ai fait cette mise en abîme, une mise en scène, où ça nous permettait d'entrer en contact avec le spectre d'Arthur C. Clarke, que j'avais reconstitué avec un algorithme à partir d'une vieille archive de la BBC. Et ainsi, on était en présence de l'auteur. Et donc, il y avait une adéquation entre le contenu et le contenant. C'est pour ça que mes envies, mes désirs de science-fiction et de fiction trouvent avec la réalité virtuelle un moyen absolument génial. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui vous intéressent, que vous commencez à regarder de près pour pouvoir exprimer justement tous ces sujets d'anticipation ? Oui, parce que par exemple la réalité virtuelle, elle a plusieurs niveaux. Et on peut être simple spectateur passif, mais on peut aussi être actif. À partir du moment où on est actif, on va utiliser des technologies de captation de mouvement, mais on va aussi utiliser ce que tu utilises, toi Gauthier, à savoir de l'intelligence artificielle, où des capteurs vont par exemple analyser le mouvement d'une foule, et j'envisage dans mes prochains projets, d'une part, de créer une version en réalité virtuelle, où on est seul spectateur avec notre casque, mais aussi j'ai envie de dupliquer l'œuvre et de la rendre accessible à un public plus large, par exemple dans des sphères ou dans des systèmes de projection, où à ce moment-là, un public nombreux peut assister, et l'œuvre va se transformer en fonction de la masse de la foule qui se déplace, etc. Et donc, la réalité virtuelle permet de venir piocher un petit peu dans tout ce qui est nouvelle technologie. Encore, et c'est pour ça que c'est passionnant. Sensation d'immersion. Tout à fait. Gauthier Vernier, vous vous définiriez aussi comme un artiste d'anticipation, peut-être plus prospectiviste Ouais, tout à fait. En fait, on a un petit peu, en quelque sorte, lancé ce mouvement de l'IAR. En tout cas, on l'a rendu accessible au grand public avec une vente aux enchères en 2018 qui a fait pas mal de bruit. C'était quelle œuvre ? C'était une œuvre qui s'appelle Edmond de Bellamy, qui est un portrait classique qui a été vendu chez Christie's aux enchères. Créé donc par un algorithme. Créé par un algorithme, voilà. Et c'est la première fois qu'on entendait parler d'une œuvre créée par une intelligence artificielle et qu'elle faisait une entrée dans le monde de l'art de la sorte. Et en fait, ouais, on reste très à jour de ce qui se fait dans la recherche. On s'intéresse énormément à tout ce qui se fait avec les nouvelles technologies. Par exemple, en ce moment, on s'intéresse pas mal au quantique et justement à la manière de combiner ça avec de l'intelligence artificielle, encore une fois, pour la création d'œuvres d'art. Et donc la part artistique, j'ai aussi, moi je me suis intéressée à votre collectif de l'Avoué assez récemment, cette année dernière, à l'occasion d'une exposition où vous avez convaincu un artiste tout à fait classique, un peintre, de travailler avec vous sur un projet d'intelligence artificielle,
Infinite Skulls, c'est Alors ça, c'était pas nous. Ah pardon, non. bah, je pensais que c'était Obvious. Non, c'est pas nous. Mais c'est une personne qui bosse Alors- aussi avec le même genre d'algorithme. Alors parce que ça n'enlève rien à ma question, c'est est-ce que vous avez l'ambition justement de faire communiquer en fait ces deux mondes? Tout à fait, ouais. C'est complètement dans notre démarche. Donc cette approche, nous aussi, on l'a eu, notamment avec notre deuxième collection, qui était une collection d'estampes japonaises. On a travaillé avec un artiste qui fait du mokuhanga, donc qui fait de l'impression traditionnelle japonaise. On lui a donné un visuel et à partir de ça, il a créé donc l'œuvre en physique. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi avec notre prochaine collection, qui est une il a collection reproduit en fait ce qu'avait. Voilà, en fait, lui s'inspire du visuel et essaie de et le la reproduire, machine. voilà, avec les techniques traditionnelles. Et c'est ce qu'on fait aussi dans notre prochaine collection de masques africains. Donc, on travaille avec un artisan ghanéen qui, lui, à partir des visuels créés par l'intelligence artificielle, crée des masques physiques, donc en 3D. Et du coup, ce que vous proposez dans les galeries, ce sont les œuvres physiques et virtuelles? Alors c'est plus les œuvres physiques, donc qui parfois ont une petite dimension virtuelle, notamment dans leur création, et puis parfois on fait aussi de la réalité augmentée, des choses comme ça pour rappeler un peu ce côté technologie. Mais ce qu'on aime bien faire justement, c'est proposer des œuvres physiques, des œuvres qui ont à première vue l'air traditionnel, mais qui en fait, quand on s'y intéresse, on voit des choses bizarres et après on se dit ça a peut-être été créé d'une manière un peu différente. On vous pose souvent la question, justement, est-ce que finalement c'est vous toujours qui pilotez? Est-ce que vous créez? Est-ce que vous restez maître de votre œuvre? Est-ce que vous êtes de vrais artistes à partir du moment où vous utilisez les capacités des machines? C'est évident. D'ailleurs, moi, ça m'arrive de travailler un peu comme Gauthier, à savoir que... François Vauthier, on vous pose la question à vous? Ouais. Ah oui. Ça reste une interrogation. Mais moi, j'en joue complètement. C'est-à-dire que même des fois, dans ma démarche, je dis que je suis moi-même spectateur de ce qui se passe devant mon écran. C'est-à-dire que des fois, j'aime... Alors, évidemment, je programme, etc. Mais des fois, j'aime prendre du recul et j'aime être surpris par ce qui se passe. Lorsqu'on lance des particules, on ne sait pas où la particule va tomber. Et à un moment donné, je fais un choix, comme le fait Gauthier. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai décidé ça, je fais juste mon choix de réalisateur, mon choix de mise en scène. Oui, finalement, comme un artiste classique qui décide où son pinceau aussi l'emmène parfois un peu par hasard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Vauthier, réalisateur du film Recoding Entropia à la Mostra de Venise en ce moment, et Gauthier Vernier, AI artiste au sein du collectif Obvious, d'être passé sur le plateau de Smartech pour nous en dire un peu plus sur cette création et l'utilisation des technologies. Juste après la pause, on change complètement de domaine culturel. On passe aux jeux vidéo. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et comme tous les mercredis, je vous propose avec Guillaume Monteux un focus sur les enjeux de l'industrie du jeu vidéo. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes président de Gatsby, une société spécialisée dans l'in-game advertising, et je vous remercie de partager avec nous chaque semaine votre expertise sur le business du jeu dans Smartech. On démarre aujourd'hui avec, on en a déjà parlé plein de fois, du modèle de commercialisation des jeux. On va rentrer encore davantage dans le détail. Absolument, cette semaine, des chiffres, parce que la semaine dernière, nous avons effectivement parlé et détaillé les guerres qui se déroulent entre les studios de développement, les éditeurs, les distributeurs, mais je veux parler cette semaine des enjeux. Et le premier enjeu, c'est la taille du marché. Regardez cette infographie, un marché qui est estimé par Newzoo d'un montant de 160 milliards de dollars pour 2020. C'est tout simplement énorme et en hausse de 10%. Donc vous imaginez bien que le schéma de partage des revenus va se faire entre les acteurs de façon un peu particulière. Et 160 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour combien de joueurs dans le monde? Il y a environ 2,7 milliards de joueurs dans le monde, la moitié en Asie, 20% d'entre eux sont en Europe, 25% d'entre eux sont en Amérique du Nord, et le chiffre d'affaires suit le nombre de joueurs dans les géographies. Donc typiquement, sur les 160 milliards de dollars faits dans le monde, il y en a 80 qui sont générés en Asie, un peu moins de 30 en Europe et 40 aux États-Unis. Ah oui, donc cette valeur-là énorme, en fait, elle est partagée entre qui? Apple, Google? Écoutez, celui qui domine les débats, c'est le mobile. Tout le monde n'a pas un PC, tout le monde n'a pas une console, mais tout le monde a un mobile. Et tout le monde a un mobile tout le temps dans sa poche. Donc, le device sur lequel on joue le plus, c'est le mobile. Et d'ailleurs, si j'additionne le mobile et les tablettes, c'est un marché qui, sur les 160 milliards de dollars, fait 77 milliards de dollars en potentiel sur 2020. Donc, à titre de comparaison,
Toute l'industrie de la musique fait 20 milliards de dollars. Donc vous voyez bien que le jeu, ne serait-ce que sur les mobiles, écrase complètement les autres industries, du moins en valeur. On en a parlé encore hier, hein, elle écrase tout, de toute façon, le mobile écrase toutes les industries. Est-ce qu'on a le même type de modèle en fait sur les stores consoles de jeux, je pense à la PlayStation, Alors, Xbox? pour simplifier, 30% de la valeur des jeux est captée par Google et par Apple en leur qualité de distributeur. La dépense totale Je vais un peu trop vite. Hein. sur les... Oui, non, allez-y. La dépense totale sur les App Store, Apple et Google, c'est environ 110 milliards de dollars. Sur ces 110 milliards, on va parler chiffres, hein, il y en a 75 qui sont dévoués, alloués sur le jeu. Donc 30% de 75 milliards, ça fait 23 milliards de dollars de commission pour Apple et pour Google. Donc vous imaginez bien que ces deux-là ne vont pas laisser faire Epic, tout développeur de Fortnite qu'il soit, et leur laisser, leur casser On entend bien la guerre qu'ils se mènent ensemble. C'est une guerre de géants, de titans. La première capitalisation du monde contre Epic, qui fait aussi 17 milliards de dollars. Si on ramenait ces 17 milliards de dollars de capitalisation d'Epic en France, c'est plus grand que la capitalisation boursière de Renault et d'Accor réunis. Donc vous voyez. Et sur les consoles, on a le même type de bataille? Alors sur les consoles, très rapidement, il y a énormément de secrets. Sur les consoles. On sait pas ce qui se passe, on sait pas, ce ne sont pas des données publiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la règle, c'est que Microsoft, Nintendo et Sony prennent 30%, mais que les exceptions sont légion, contrairement à Apple et à Google. Et on voit que les très gros studios comme EA, comme Blizzard, comme Ubi, peuvent négocier auprès de ces trois consoliers des pourcentages de l'ordre de 25, 20, voire 5% lorsqu'ils leur octroient des exclusivités. La taille des marchés, aussi sur ces stores, des consoles, est aussi une donnée confidentielle. Mais si jamais, et on va faire un peu de maths en 10 secondes, Delphine, si vous me le permettez, si on essaye d'évaluer le marché typiquement de la PlayStation, on voit qu'il y a 110 millions de PlayStation actives dans le monde. Si on imagine que chaque personne achète 2,5 jeux à 50 € le jeu, ça fait un marché de 14 milliards. Ils ne prennent pas 30% de commission, mais 20% de 14 milliards, ça fait 3, auquel j'additionne aussi les 3 milliards de revenus générés par le PlayStation Plus, ça fait, vous voyez, rien que pour Sony, on imagine un potentiel de 6 milliards non, jetez plus, dollars. s'il vous plaît, Guillaume Monteux de Gatsby. Merci beaucoup pour ce rendez-vous régulier sur l'industrie du jeu vidéo. On passe tout de suite avec la chronique de l'espace de Cécilia Sévry. Merci Delphine. Nous avons désormais rendez-vous toutes les semaines dans l'espace grâce à notre chroniqueuse scientifique Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, le sujet, c'est la mission Alpha de Thomas Pesquet. Oui, tout à fait, parce que Thomas Pesquet l'a annoncé cet été. Il repart dans l'espace, dans l'ISS, en mars prochain avec SpaceX pour une mission nommée Alpha. En fait, il ne partira pas seul, il sera accompagné de 2 Américains et 1 Japonais. Et ce sont tous des vétérans, autrement dit, ils ont déjà expérimenté le voyage spatial. Et donc, 2e voyage dans l'espace pour Thomas Oui, Pesquet. tout à fait. Il a eu une première mission il y a 3 ans. C'était Proxima. Il est resté 6 mois, mais cette fois, il était parti avec la fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour, comme tous les pensionnaires de la station depuis 2011. Et alors là, cette fois-ci? Alors cette fois, il part de Cap Canaveral en Floride. En fait, c'est la fameuse base de lancement qui a servi au programme Apollo. Vous le savez, c'est le programme qui a envoyé l'homme sur la Lune. En Floride, Thomas Pesquet embarquera dans le véhicule Crew Dragon lancé par Falcon 9. Il faut savoir que Falcon 9, c'est la révolution SpaceX. En fait, c'est la société d'Elon Musk, vous savez. Absolument. Mais alors justement, Cécilia, pourquoi c'est une révolution selon vous? Alors en fait, SpaceX a littéralement rendu son autonomie sur le sujet de la conquête spatiale aux États-Unis. Les navettes en fait de la NASA étaient beaucoup trop coûteuses et beaucoup trop dangereuses. Donc dans les années 2000, on les a mis au placard. Résultat, les Américains devaient envoyer leurs astronautes depuis la Russie. Vous imaginez être obligé forcément de passer par la Russie pour les Américains. C'était un petit peu compliqué, mais pendant ce temps-là, la NASA a confié les rênes du secteur privé pour retrouver son indépendance. Elle a confié ses rênes au secteur privé, sur la recherche de la conquête spatiale. Et grâce à SpaceX et à la réussite du lanceur Falcon 9,
c'est chose faite. Pourquoi ? Parce que ce lanceur, en fait, est réutilisable. Vous allez le voir sur les images. Quand il lance une navette, il redescend sur Terre à l'aide de rétrofusées. C'est incroyable. Et il finit par se poser en douceur et avec une précision extraordinaire sur Terre. Et en plus d'être une révolution technologique, c'est un gain de coût colossal. Comparons-le par exemple à Ariane 5, notre fusée européenne. Ariane 5, c'est 100 millions d'euros pour un seul lancement, alors que Falcon 9 coûtera seulement 10 millions d'euros d'ici 2 ou 3 ans. Et ça, évidemment, c'est grâce à la réutilisation. Alors, on va revenir à la mission Oui. dont on parlait. Comment se passe ce voyage ? Alors, les astronautes sont placés dans la capsule Crew Dragon à l'avant du lanceur Falcon 9. Le tout décolle vers l'espace et la direction la Station spatiale internationale à 400 km en orbite au-dessus de nos têtes. Avant de rejoindre l'orbite terrestre, le lanceur et la capsule se séparent. Vous l'aurez compris, le lanceur redescend sur Terre et la capsule, elle, retourne directement, auprès de la Station spatiale internationale. Et rappelez-nous ce qu'on y fait dans cette station spatiale. Alors, la Station spatiale internationale, c'est un véritable laboratoire ambulant. Ce qu'on y fait, en fait, c'est des recherches scientifiques. En fait, la station donne accès à des phénomènes scientifiques complètement inaccessibles sur Terre à cause, évidemment, de la gravité. Là où, vous le savez, on a plus de problèmes, évidemment. Pour vous donner un exemple d'expérience menée là-haut, les astronautes vont embarquer des cellules souches de cerveau dans la navette afin d'étudier le vieillissement dans l'espace, mais ce n'est pas la seule expérience qui sera menée. Pour Proxima, Thomas Pesquet avait mené à peu près participé à 200 expériences. Il devrait en faire autant cette fois-ci, mais on n'a pas encore la liste définitive. Et alors, pour combien de temps Thomas Pesquet et ses acolytes vont cohabiter là-haut ? Alors, la colocation va durer 6 mois. Ils seront 7 au total à se partager la station, puisque déjà 3 astronautes sont sur place. Et pour ces 6 mois, il faut se préparer combien de temps à l'avance ? Alors évidemment, malgré la crise qui a chamboulé un petit peu le calendrier, vous vous en doutez, Thomas Pesquet et ses collègues s'entraînent déjà depuis plusieurs semaines au Centre européen des astronautes à Cologne d'abord, et puis surtout à Houston aux États-Unis. Un voyage était prévu au Japon, mais il a été annulé. Il se passera en virtuel, évidemment, à cause du Covid. Mais à ce moment précis, Thomas Pesquet est en Californie chez SpaceX. Là-bas, il a déjà découvert l'interface de l'ordinateur de bord de la navette Crew Dragon. Celle-ci, vous allez le voir, n'a plus grand-chose à voir en fait avec celle qu'il utilisait sur Soyuz. Regardez, il en parle dans un tweet. On le voit dans le cockpit futuriste de Crew Dragon, doté à 100% d'écran tactile. Il ne reste plus, dit-il, qu'à installer l'application lancement sur les tablettes géantes. Et alors, dites-nous pourquoi elle s'appelle Alpha, cette mission ? Alors, figurez-vous que le nom a été choisi parmi 27 000 propositions lors d'un concours organisé par l'ESA et relayé par notre très bon communicant et astronaute français. En fait, le choix n'est pas tout à fait anodin. D'abord, le nom se réfère à Alpha du Centaure. C'est le système stellaire le plus proche de la Terre. Thomas Pesquet l'a précisé, c'est aussi là où se trouvent les premières exoplanètes, celles qu'on ira chercher le jour où la technologie le permettra. Alpha, c'est aussi l'appellation d'origine de la station spatiale. Et d'ailleurs, c'est toujours son indicatif d'appel radio. Enfin, c'est la première lettre de l'alphabet grec, le symbole de l'excellence, évidemment, que vise l'Agence spatiale européenne. Et le logo qu'on a vu apparaître à l'image ? Alors lui non plus n'est pas anodin dans son sens. Il a été designé par les designers de l'ESA. Et bien sûr, au centre, ce que vous voyez, c'est le lancement d'une fusée, le moment le plus spectaculaire évidemment d'une mission. Autour de l'insigne, on trouve 17 traits de couleurs qui font référence aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Le drapeau français, évidemment, trône en haut de l'insigne, vous le voyez. C'est la nationalité de l'astronaute européen. Enfin, regardez, derrière, on compte 10 étoiles qui brillent dans le fond. C'est le nombre, en fait, de citoyens français qui sont déjà allés dans l'espace. Voilà, Delphine, vous êtes désormais incollable sur la mission Alpha, qu'on va suivre évidemment dans les prochains mois avec attention. Mais avant de partir, je vous laisse avec une dernière info. Avec cette mission, Thomas Pesquet détiendra un record. Il sera le Français à avoir passé le plus de temps dans l'espace. Merci Cécilia Sévry, merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine avec 4 startups à découvrir juste après dans le Lab Startup. Et puis, nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.